Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais introduire le chapitre où va la Chine. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la Chine, sous Mao, elle souffre d'énormes problèmes. D'abord, elle va souffrir d'un isolement économique et d'un manque d'investissement à l'étranger. En fait, le régime maoïste, il avait enfermé l'économie chinoise aux échanges internationaux, ce qui avait privé le pays des bénéfices du commerce mondial et des investissements étrangers. Également, sous Mao, l'État détenait le monopole du commerce extérieur, ce qui limitait donc le potentiel d'innovation et d'exportation, en particulier par rapport aux économies voisines comme le Japon et la Corée, qui connaissaient une croissance rapide. Et le deuxième grand problème de la Chine, c'était également la stagnation économique due à la planification centrale. En fait, sous Mao Zedong, la politique économique reposait sur une planification stricte avec un focus sur l'industrie lourde, mais cela a conduit à une faible productivité et à des pénuries généralisées. Et malgré la politique économique de Mao, qu'on appelle le grand bond en avant, qui a duré de 1958 à 1962, eh bien cela a plutôt causé des grandes famines dévastatrices, et sans parler de la révolution culturelle qui a participé à perturber l'économie chinoise. Euh, Toujours dans les années 80, il va avoir Deng Xiaoping qui va réussir à s'imposer à la tête du parti communiste. Et c'est comme ça que dès 78, il va lancer une grande réforme économique, car il est bien sûr conscient de l'énorme retard économique chinois. Et cela, ça va être un véritable succès. Ça va être un succès déjà pour la croissance chinoise. En 30 ans, on parle d'une croissance de près de 10% du PIB chinois, avec un ralentissement en 2008 dû à la crise des subprimes. Puis aujourd'hui, on estime que la Chine, elle est aux alentours de 5% de croissance. Et en 2001, la Chine, c'est près de 18% du PIB mondial. Également, cette réforme de Deng Xiaoping, elle a permis l'enrichissement de la population chinoise. Tout d'abord, le taux de pauvreté, il a largement chuté. En 1981, il était de 88% et en 1990, il a chuté à 27%. Et d'ailleurs, en 2021, certains spécialistes s'accordaient pour dire que la Chine aurait même vaincu l'extrême pauvreté. Également, les réformes de Deng Xiaoping, ça a été un véritable succès parce que ça a permis à la Chine de devenir la première puissance commerciale. Déjà, elle a multiplié ses exportations de près de 15, en passant de 10 milliards de dollars en exportation en 1978 à près de 150 milliards de dollars en 1992, ce qui a donc été un véritable signe d'ouverture réussie de la Chine au commerce international. Et d'ailleurs, en 2023, la Chine comptabilisait près de 800 milliards de dollars d'excédent commercial. Et c'est pour ça que Caroline Puel a parlé dès 2011 de 30 glorieuses chinoises, tellement cette réforme avait donc été un succès. Mais cependant, aujourd'hui, la Chine, elle souffre quand même de nombreux problèmes. Déjà, elle souffre du problème du chômage des jeunes. En 2024, il était on estime que le chômage des jeunes était à près de 17%. Également, la Chine fait face à des problèmes à sa gestion, dus à sa gestion immobilière, avec la création de nombreuses bulles immobilières, dû au fait que pendant des décennies, en fait, les nouveaux logements en Chine étaient payés avant même leur construction par les propriétaires. Et un autre problème, ça va être également le fait que on remarque aujourd'hui une baisse des exportations chinoises. Par exemple, si on prend le textile en Chine en 2020, les exportations du textile en 2023, il aurait baissé de 8,1% par rapport aux exportations de 2022. Et le dernier problème, ce serait le problème de la dette chinoise, parce que en 2022, on estime que la dette publique chinoise, elle atteignait près de 51% du PIB de la Chine. Et comme problématique, on peut se poser la question en quoi la Chine se situe-t-elle en tournant 45 ans après les réformes de Deng Xiaoping.
Là maintenant on va passer à la partie A, qui est le miracle économique chinois. Tout d'abord, le miracle économique chinois était permis par l'atout démographique de la Chine. En fait, entre 1949 et 1980, et 1980, la population chinoise a presque doublé en passant de 140 millions d'habitants à près de 960 millions d'habitants. Et cela a permis donc à la Chine d'avoir une énorme main-d'œuvre jeune et abondante pour soutenir le développement industriel et rapide de la Chine, particulièrement dans les zones économiques spéciales créées pour attirer les investissements étrangers et développer le secteur manufacturier. Puis en 1980, la Chine va introduire la politique de l'enfant unique pour contrôler la croissance démographique. Cette politique va ralentir la croissance de la population tout en augmentant les investissements par enfant, et ce qui va favoriser un développement économique plus durable à long terme. Et cette politique de l'enfant unique, elle va en fait, en réduisant les dépenses familiales, elle va permettre aux familles d'investir davantage dans l'éducation et la santé, améliorant ainsi la qualité de la main-d'œuvre future. Puis dans les années 50, la Chine va mettre en place le système de Hukou, ou ce qu'on appelle également d'enregistrement des ménages. En fait, cela va permettre de restreindre les migrations entre les zones rurales et urbaines, tout en maintenant une main-d'œuvre bon marché dans les campagnes. Et à partir des années 80, ce système il va permettre à la Chine de diriger donc une migration contrôlée de travailleurs vers les villes, en fournissant une main-d'œuvre massive et peu coûteuse pour l'industrie urbaine, sans surcharger les infrastructures urbaines grâce aux limitations de statut. Et le deuxième point qui a permis à la Chine de réaliser ce miracle économique, c'est sa croissance qui va être fondée sur le surinvestissement. Euh, En fait, ça c'est dû au fait déjà que en fait, les Chinois détenaient une épargne très importante. En fait, c'était dans les coutumes de la population chinoise d'énormément épargner. Et donc, les banques, elles vont à ce moment-là se servir de cette énorme épargne de la population pour l'investir massivement dans l'industrie. Euh, et d'ailleurs, la Chine, pour développer son industrie, elle va suivre ce qu'appelle Alfred Sauvy la théorie du déversement, en fait, qui est une théorie économique selon laquelle des progrès techniques améliorant la productivité vont engendrer un transfert des emplois d'un secteur d'activité vers un autre. Et ainsi, la Chine, elle va faciliter le passage de millions de travailleurs agricoles vers l'industrie manufacturière dans les zones économiques spéciales. Et ce déplacement massif de main-d'œuvre va permettre à la Chine d'augmenter rapidement sa productivité globale en soutenant une forte croissance économique et améliorant les revenus des travailleurs migrants. Et d'ailleurs, dès les années 2000, la Chine elle va grandement développer ses infrastructures de transport. Par exemple, en 2008, la Chine, c'est près de 35 000 kilomètres de lignes de TGV. Et en 2021, la Chine comptabilise près de 160 000 kilomètres d'autoroutes. La Chine ne va pas seulement se contenter de développer ses infrastructures de transport, mais également, il va également développer son secteur immobilier. Euh, Après la réforme de Deng Xiaoping, on a même remarqué que plus de 200 villes, plus de 200 nouvelles villes ont été créées, et la Chine va énormément développer ce qu'on appelle les co-entreprises ou joint ventures. En fait, ça veut dire que plusieurs entreprises vont se mettre ensemble pour développer d'énormes parcs immobiliers. Une autre stratégie économique que va utiliser la Chine, ça va être une politique qu'on appelle néo-mercantiliste.
En fait, c'est une doctrine selon laquelle le développement économique de la nation va se faire par le commerce extérieur en considérant que celui-ci est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine, elle va se concentrer sur la protection de son marché. Elle va également sous-évaluer sa monnaie pour baisser le prix de ses produits et mieux pouvoir exporter. Et en plus, à ce moment-là, la Chine elle va avoir énormément de chance parce qu'elle était dans un contexte favorable. En effet, les FTN occidentales, elles cherchaient de nouveaux lieux pour pouvoir produire de manière moins chère. Et donc, la Chine a souvent été leur premier choix. Euh, mais il a précisé quand même que ici le modèle chinois n'est pas original, il a juste copié les modèles comme du Japon ou encore de Singapour qui eux également ont ciselé leur monnaie, ont protégé leur marché ou encore où l'État a eu un rôle très fort dans le développement économique.